rapidement nos différents les panélistes. Alors Gilles Garel, qui est notre conférencier du jour, hein, qui est professeur en management au CNAM et qui est responsable de la chaire de l'innovation. Le président de l'université, qui nous fait l'honneur d'être là au démarrage de cet Open Lab Management Exploration et Innovation. Frédéric Denisot, qui représente ici la direction générale de la CCIA, et qui a joué un rôle tout à fait important comme médiateur entre le laboratoire de recherche, le CRCGM et les entreprises qui sont ici présentes. Et puis Yves Mar, qui est donc le directeur du laboratoire. Je te laisse Philippe démarrer, faire un petit mot. Oui, alors, il faut laisser le temps de s'adapter à ma voix. Voilà, ça y est. Écoutez, chers amis, je viendrai d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, je suis le seul à pas avoir de chaise. C'est prémonitoire. C'est prémonitoire. En toute, sans démagogie, j'aurais vraiment souhaité assister à votre conférence et pouvoir y participer. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je suis appelé par d'autres missions liées également à l'innovation, puisqu'il y a un comité de pilotage de la Smart Specialization Strategy, stratégie de spécialisation intelligente, traduction française, qui va se réunir à la région dans quelques minutes, et le temps d'y aller, voilà. Bon, donc nous sommes aujourd'hui pris par l'innovation. Deux mots quand même d'introduction, sans être trop long, puisque l'important, c'est ce que le conférencier a à nous dire, pour vous remercier d'avoir pris cette initiative. Alors, j'ai regardé avant de venir ce que c'était un Open Lab. Je vais vous avouer que je ne savais pas, il y a encore 20 minutes, ce qu'était un Open Lab. Et donc j'ai regardé sur Internet et j'ai remarqué, mais là je reconnais mon ami Pascal, que l'élément de comparaison que j'ai trouvé sur Internet, c'est un Open Lab qui a été mis en place par le CERN. Je me suis dit, bon, voilà quelque chose d'ambitieux. Sérieux et d'ambitieux. Et donc j'ai regardé la définition, vous connaissez ça par cœur, et je me suis dit, mais ça c'est effectivement, et je comprends pourquoi vous m'avez invité, je vous remercie, ça c'est l'université d'Orléans, c'est sa logique. Un Open Lab est un laboratoire de recherche ouvert sur le monde, avec l'idée que les praticiens ont des choses à dire aussi importantes que les chercheurs, et qu'il faut trouver des espaces pour qu'ils se rencontrent et produisent des connaissances. Je redeviens sérieux, c'est le fil directeur, c'est l'épine dorsale, c'est là les éléments génétiques de l'université d'Orléans. Nous pensons depuis toujours que l'enseignement supérieur, pour qu'il puisse se développer dans de bonnes conditions, se doit de mobiliser évidemment les compétences en interne, nous, les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs, enfin tous ceux dont c'est le métier principal, mais que si nous ne sommes pas en mesure de mobiliser ce qu'on appelle un peu les parties prenantes, stakeholders, voilà, les parties prenantes externes, eh bien on passe à côté d'un potentiel de développement très fort. Nous avons mis ça en place depuis toujours, je dirais, dans nos formations. Nous avons irrigué notre recherche de cette logique. Nous avons créé, souviens-toi Pascal, en 2008, la première fondation universitaire qui permettait d'aller peut-être plus loin. Première fondation, historiquement, une première fondation. Malheureusement, en termes de capital, nous ne sommes pas encore les premiers, mais nous le serons un jour. Et puis, nous avons mis en place un système de chaires, et avec le CRCGM en particulier, une chaire sur l'intergouvernance, c'était la première, une chaire sur la responsabilité sociale, une chaire sur la confiance numérique, avec quelqu'un que nous connaissons bien dans cette salle qui est l'entreprise Almeris, et puis aujourd'hui cet Open Lab qui vient apporter le dernier acte, je dirais, de cette volonté de travailler en étroite articulation avec les partenaires socio-économiques. Donc c'est vraiment un sujet de satisfaction. On voit bien que tous ceux qui sont réunis ici partagent cette idée que l'innovation est au cœur de nos sociétés. Alors c'est très simple à dire comme ça, c'est presque devenu la tarte à la crème. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de ce constat, c'est de voir quels sont les effets transformants. Il y a dans la salle présente, je ne sais pas s'il faut dire maître à Denault, en tant qu'avocat d'affaires, spécialiste des questions liées à l'innovation, ou bien le conseiller municipal, ou bien le conseiller communautaire intéressé par ces questions, ou bien le président du Grand Clermont, qui est intéressé évidemment par ces logiques d'innovation, ou bien encore le responsable d'un DU de droit de l'innovation que nous allons mettre en place au sein de cette université à partir de la rentrée universitaire prochaine. Je vois le directeur de la Maison Innoverne, je vois les D2RT, je vois toutes celles et tous ceux qui partagent cette conviction et qui, au-delà
la pétition de principe, l'innovation est encore dans nos sociétés, quelles sont les implications sociales, organisationnelles, économiques, juridiques que cela implique, et là effectivement le travail est conséquent. Voilà. Donc, un premier motif de satisfaction, un nouveau dispositif de recherche qui se crée au sein de cette université. Ce n'est pas un programme de recherche, ce n'est pas une chaire, c'est un Open Lab, et je souhaite naturellement bon vent à cette opération. Un deuxième motif de satisfaction, l'innovation est quand même un des éléments clés de cette université, et c'est de comprendre par ses formations, par ses recherches. Et puis un troisième motif de satisfaction, c'est je vous remercie d'avoir accepté, et je m'adresse à notre conférencier, Gilles Garel, d'avoir accepté de venir, comme la bonne fée, sans doute, hein, venir avec nous inaugurer ce nouveau programme de recherche. C'est pour nous un motif de satisfaction qui apporte un élément de crédibilité supplémentaire encore à ce que nous cherchons à faire. Voilà, nous nous reverrons sans doute, Pascal, pour le premier bilan, bientôt. Et en attendant, je souhaite naturellement tous mes voeux de réussite à cette formidable initiative, naturellement, dont se félicite l'Université de Lyon. Voilà. Puis je donne la parole à Frédéric Bélizeau, peut-être. Merci bien. Bonjour à tous, Frédéric Bélizeau, CCI Auvergne. J'accompagne particulièrement les entreprises sur un programme européen qui est le management de l'innovation. Et dans le cadre de ce programme européen de management de l'innovation, il s'agit d'aider les entreprises à mieux innover ou innover de façon plus intensive. Donc la question que je m'étais posée, c'est comment faire, parce que bon, on peut faire toujours plus de la même chose, mais comment faire autrement. Et j'ai trouvé que cet espace qu'on allait créer avec l'Open Lab était quelque chose d'intéressant. Donc je remercie vivement les entreprises mécènes qui sont dans cette aventure-là, sachant que pour elles c'est courageux et je trouve vraiment intéressant qu'on puisse travailler dans cet espace-là et inventer ensemble de nouvelles façons de manager l'innovation. Et c'est avant tout dans ce cadre-là et à ce titre-là, je dirais qu'on accompagne les entreprises dans le cadre de cet Open Lab. Je veux préciser que Frédéric Bélizeau va jouer un rôle tout à fait essentiel dans la constitution de cet Open Lab, puisqu'on s'est rencontrés par le biais d'Éric Dufour, qui m'avait invité à une conférence sur le management d'innovation parce que Gilles Garel n'était pas disponible. Et Gilles Garel m'a dit, tiens, demandez donc à Pascal Hier, peut-être qu'il peut faire quelque chose avec un conférent. Et c'est lors de cette conférence que j'ai fait sur le management d'innovation, bien sûr qu'il n'était pas à la hauteur de ce que Gilles Garel aurait pu faire, ça bien évidemment, et bien qu'un certain nombre de partenaires, de médiateurs des entreprises sont venus me voir et qu'on a discuté et que j'ai évoqué effectivement ce programme management des situations extrêmes. Et c'est à partir de là qu'effectivement on a créé quelque chose ensemble de tout à fait intéressant, tout à fait original. Hein. Donc je voulais te saluer, te remercier. Tu vois, c'est le hasard. Et ce qui est intéressant dans la petite histoire, c'est que j'aurais dû être à HEC Montréal ce 15 octobre, le jour, j'y suis pas allé de fait. Et voilà. Comme quoi la petite histoire aussi de l'émergence de structures un peu particulières, mais c'est toujours, ça se joue à pas grand-chose. Donc merci Frédéric, je crois qu'on peut l'applaudir, Frédéric, parce qu'il a fait un travail extraordinaire depuis 6 mois. Voilà. Yves ? Oui, bien bonjour à tous. Yves Mar, moi je suis ici en tant que directeur du laboratoire de recherche en gestion de l'Université d'Auvergne et qui regroupe aussi des chercheurs de l'Université Blaise Pascal et du groupe ESC Clermont. Et c'est un grand plaisir de voir aboutir, en quelque sorte aboutir, je ne sais pas, mais en tout cas, les travaux de recherche de Pascal Lièvre sur les situations extrêmes sont des travaux qui sont des travaux qui bénéficient d'une certaine maturité aujourd'hui, et je pense que cette maturité, l'arrivée de ces travaux à maturité, permet aujourd'hui de ce rapprochement avec les entreprises, et c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite encourager au CRCGM. Alors jusqu'à présent, comme l'a rappelé Philippe Dulbecco, on a développé des chaires, alors plutôt avec des grandes entreprises, et là justement, eh bien, c'est l'occasion de tisser des liens, de faire un partenariat avec de plus petites organisations, et je pense que ça peut être, une voie, disons, de collaboration tout à fait complémentaire avec celle que l'on a entamée jusqu'à maintenant. Et on souhaite vraiment, en particulier sur ce champ d'innovation, on souhaite vraiment pouvoir développer ces travaux
Et donc je remercie aussi bien sûr Gilles Garel qui a eu la gentillesse aujourd'hui de venir faire cette présentation inaugurale. Et puis je souhaite longue vie à cette collaboration et j'espère que ces travaux vont déboucher sur à la fois des recherches et puis aussi sur des applications et des applications utiles pour vos organisations. Merci. Merci. Je vais présenter quelques éléments de cadrage par rapport à cette Open Lab, et puis on va après passer la parole à Gilles Garel. Bon. Alors, oui, alors effectivement, comme l'a dit Philippe Dubéco, qu'est-ce que c'est un Open Lab? En fait, c'est un dispositif qui a été initié par un grand chercheur français qui s'appelle Bruno Latour, et qui nous dit qu'est-ce que c'est ce dispositif? Ben, simplement, c'est un dispositif souple d'interaction entre des chercheurs et des entreprises qui ont des questionnements communs et qui ont une envie de progresser ensemble sur des thématiques. Donc, voilà ce que c'est, tout simplement. Mais pour ça, il faut créer des espaces d'interaction. Hein. Et Frédéric, d'ailleurs, il joue le rôle de traducteur. Hein. Il joue un rôle de traduction dans nos différentes manières de fonctionner avec les entreprises. Enfin, on en parlera peut-être plus tard de ce rôle de traduction qui est extrêmement important dans cette Open Lab. Alors, qu'est-ce que c'est cette Open Lab? En fait, c'est une convention de mécénat entre des PME en Auvergne et le CRCGM, est basée sur un programme de recherche que j'anime depuis 15 ans, qui s'appelle Management des situations extrêmes. Ce programme de recherche s'articule dans un axe que nous copilotons avec quelques collègues qui sont d'ailleurs dans la salle, qui s'appelle Potentiel humain, organisation et innovation. Bon, le président de l'IDEA était là. Simplement rappeler que nous avons aujourd'hui une école universitaire de management qui rassemble 4000 étudiants et que nous avons au niveau du laboratoire 50 chercheurs, 30 doctorants et donc 3 axes de recherche, gouvernance, sciences de valeur et potentiel humain et innovation. Alors, qu'est-ce que c'est ce programme de recherche? Je ne vais pas le développer ici, même si je vais vous donner quelques éléments quand même de compréhension. Aujourd'hui, c'est 7 chercheurs, c'est 6 doctorants et une vingtaine de collaborations au niveau national et international. Et ça représente effectivement ça représente du boulot, du travail. 50 articles de recherche, 15 ouvrages, 50 communications dans des conférences, dans des colloques, une centaine de conférences invitées et bien sûr une participation à toutes les grandes conférences au niveau international en sciences de gestion. Alors qu'est-ce que c'est ce programme de recherche? Le point de départ, c'est quoi? C'est le constat, ça c'est une hypothèse de travail qui est bien sûr extrêmement lourde, c'est que nous sommes en ce moment dans une phase de reconfiguration de nos économies capitalistes et que ces économies, on peut les appeler peut-être comme ce qu'on appelle une économie de l'innovation fondée sur la connaissance. Et cette nouvelle forme de régulation des économies capitalistes, eh bien, elles entraînent des grandes modifications sur les managers, elles les confrontent à ce que j'appelle des situations extrêmes de gestion. Et ça, c'est nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est un manager qui est confronté à une situation extrême de gestion? C'est lorsque, en permanence, il est obligé de concevoir et de mettre en œuvre des actions collectives qui prennent la forme de projets innovants, intensifs en connaissances, et dans un contexte un peu particulier, qui est évolutif, incertain et risqué. Voilà la thèse qu'on défend, c'est qu'effectivement les managers sont confrontés à ce type de situation, que Gilles Garel a rappelé plutôt une logique d'innovation d'exploration, hein, et que ces situations-là, eh bien, c'est nouveau, on ne sait pas faire, et aussi bien les chercheurs que les entreprises, eh bien, nous essayons de construire, de co-construire ensemble des nouvelles règles du jeu managérial. Donc la question qu'on se pose depuis une dizaine d'années, c'est effectivement quelles sont les nouvelles règles du jeu managérial. Alors, tout ceci n'arrive pas comme ça, et on avait construit une espèce de tableau qui permettrait un petit peu de regrouper l'histoire récente de différentes formes de régulation des économies capitalistes, simplement pour spécifier à partir d'un nombre de critères qui sont économiques ou managériaux, qu'effectivement cette nouvelle colonne, ici, qu'on appelle l'économie de la connaissance, eh bien, on peut quand même maintenant arriver un peu à spécifier de quoi on parle, de quoi il s'agit. Et j'étais à Montréal la semaine dernière, et avec Richard Derry, justement, on échangeait sur cette dernière colonne, assez d'accord sur le contenu. Lui, il appelle ça la période de refondation du management. Hein. En tout cas, effectivement, ce qui est au cœur comme outil, c'est management des connaissances, c'est management d'innovation, management des créativités. Et tout ceci entraîne des modifications profondes sur les formes de nos organisations, sur les règles du jeu managérial. Hein. Voilà sur le quoi nous sommes engagés. Et la question... non, elle ne veut pas venir cette question, bah tant pis. Hein. Alors, une autre manière de présenter ça, c'est Patrick Coendé qui avait fait ça, c'est de montrer qu'on est passé progressivement,
enfin en quelques siècles quand même, hein, en plus d'un siècle, d'une société industrielle à une société qui est fondée sur la créativité. Hein. Et si par le passé, ce qui a été premier, c'est l'efficacité productive, aujourd'hui, on va plutôt parler d'intensité créative. Hein. Donc, la question... Non, bah non, tant pis. Alors, aujourd'hui, effectivement, après l'entreprise hiérarchique, après l'entreprise réseau, aujourd'hui, ce serait plutôt l'entreprise communauté. Et si, en 1960, c'est plutôt l'archétype de l'entreprise, c'est plutôt Henry Ford, et c'est l'usine Détroit aux États-Unis, si dans les années 80, c'est plutôt Toyota et le modèle japonais, aujourd'hui, en tout cas c'est la thèse de Patrick Coendé, professeur à HEC Montréal, ce serait plutôt Ubisoft, qui serait un peu l'archétype un petit peu de la nouvelle forme entrepreneuriale, la nouvelle forme managériale de ce que serait l'entreprise innovante aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans comme ça, simplement dire qu'effectivement il y a une partie classique d'une entreprise hiérarchique et divisionnaire. Il y a une autre partie qu'on connaît tous aussi, c'est les logiques projet. Hein, il y a des familles de produits par ligne projet. Par contre, ce qui est nouveau, peut-être, par rapport à cette formation, c'est la couche communauté, hein, qui va permettre de gérer le management des connaissances à l'interface de ces différentes équipes projets au sein de l'organisation. Hein. Donc voilà, donc on essaye de construire, un chercheur entrepreneur, des nouvelles formes, des nouvelles configurations qui sont plus adaptées à cette entreprise innovante, apprenante, hein, qui n'est pas donnée, hein, c'est pas de la magie. Hein, le management, c'est pas de la magie, et vous savez tous, hein, c'est du travail. Et aussi, c'est des idées, de l'invention, des tests, des essais, des erreurs. Donc cette phrase qui arrive en fait, quelles sont les nouvelles règles du jeu managérial liées à une logique d'innovation, d'exploration? Voilà la question sur laquelle nous travaillons dans ce programme de recherche. Alors simplement, je vous donnais une illustration des programmes sur lesquels nous travaillons. Ces programmes sont extrêmement variés. Et l'idée, c'est de confronter une variété de terrains pour essayer de converger sur des repères génériques en matière de management. Et on travaille effectivement sur des objets un peu particuliers, les expéditions polaires, on travaille sur l'exploration spatiale, ça c'est le Romu de Mars, on travaille sur l'expédition en Patagonie, une première française mondiale, on travaille aussi sur les services secours d'urgence, on travaille sur les ruptures technologiques dans des industries pétrochimiques, on travaille aussi sur les coopérations entre la France et la Chine dans le secteur de la santé, la R&D, on travaille aussi sur les comités de pratique chez Renault France à Paris, on travaille aussi sur l'hybridation entre une logique économique et artistique dans le spectacle vivant. On travaille aussi sur le sport de niveau, la prise de décision des arbitres de rugby dans le top 14. On travaille aussi sur la conception de produits, comme par exemple chez Quechua. On travaille aussi sur la création de comités épistémiques en OER. Et puis on travaille aussi sur les connaissances critiques que peuvent avoir des gérants de portefeuille d'action. Donc voilà tous les terrains, vous voyez, des terrains extrêmement variés. On travaille beaucoup avec des études de cas et on essaye à partir de ça de dégager des repères convergents en matière de management des situations extrêmes. Alors, à l'interface des thématiques assez classiques, management de projet, management d'innovation, mais aussi management des réseaux sociaux, qui sont des ressources importantes pour gérer ces situations de gestion, management des connaissances et aussi management des risques. Voilà un petit peu les 4 grandes thématiques qui encadrent ce programme management des situations extrêmes. Alors les références, quelques références, un ouvrage auquel a collaboré Gilles Garel avec ma collègue Monique Aubry qui est à l'ESG à l'UQAM, qui va sortir chez Routledge, un grand éditeur en management en 2016, et qui est une série de leçons que nous avons tirées d'un certain nombre de cas en matière d'expédition polaire, mais aussi militaire, et aussi en termes de secours, services secours et recherche. Un ouvrage avec des collègues américains qui s'appelle Extreme Leadership, qui réfléchit un petit peu qu'est-ce que c'est être manager en situation extrême, hein, dans des contextes qui sont en dehors de l'ordinaire. Et puis aussi un bouquin auquel nous avons contribué, dirigé par Thierry Burger et l'équipe de Patrick Coendé, The Economic of Creativity. Et nous avons fait un papier sur la structuration du management des connaissances comme outil à cette créativité. Bon, récemment, je ne vais pas non plus faire, là c'est pour montrer un petit peu les activités récentes, pour montrer que les chercheurs, bah oui, la recherche c'est une activité qui est assez souterraine, hein, on ne la voit pas beaucoup, donc elle apparaît comme ça sur des CV, sur des... rapidement, bah oui, effectivement, là, ce qu'on fait depuis, vous voyez, depuis un mois, depuis 15 jours, bah, on est un petit peu partout, entre Marseille, Bordeaux, Rabat, le Québec, des papiers acceptés, un workshop avec Pierre-Yves Gomez sur la communauté et l'organisation, invité aussi à travailler sur les communautés avec mon collègue Jean-Philippe Boutz dans la chaire management des connaissances, et puis un nombre de travaux avec Marc Lecoutre. On a un beau papier en anglais, qui est un travail de longue haleine au 31e congrès des IAE,
On intervient aussi, il y a un symposium avec Étienne Wenger, qui est la référence mondiale sur les communautés à Toulon au mois de juin. Enfin voilà, donc un certain nombre de choses sur lesquelles nous travaillons, on continue. Hein. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que l'Open Lab sera une manière aussi d'avoir une fenêtre sur nos travaux, hein, et qui sont des travaux sur lesquels on pourra discuter, on pourra diffuser des PowerPoint, des vidéos, des textes, hein, au niveau des partenaires de cette Open Lab. Partenaire entreprise, eh bien c'est vous, hein, vous qui êtes là, et je vais laisser la parole à Frédéric Denisot pour donner peut-être quelques mots sur nos différents partenaires qui sont là et qu'on peut remercier. Je pense qu'on peut les applaudir aussi. C'est la troisième rencontre, hein, avec le troisième ou quatrième en fonction des thématiques. On s'est rencontrés le 11 décembre, c'est ça, le jeudi 11 décembre? Non, oui, c'est ça. Et voilà, et aujourd'hui, bien, le 11 mai, c'est cette Open Lab qui démarre. Frédéric. Merci. Alors, ça prend quelques instants. Alors, j'ai pas récupéré tous les logos, je m'excuse, hein, des différentes entreprises pour faire la séance inaugurale. donc très rapidement, et les gens présents n'en voudront pas, parce que ce sera une phrase par entreprise. Arail Énergie. Par ordre alphabétique. Hein. Ouais. Donc, Arail Énergie, donc une PME qui travaille dans le domaine de la sous-traitance et aider hein, sexuellement. Je voulais voir comment tu t'en sortais. Ouais. Donc, c'est un test. dans l'ingénierie, en fait, l'ingénierie, la mise en production soit de nouvelles installations, soit la réparation d'anciennes, enfin dans l'univers, je dirais, du service, en fait, du service à la production et de la maintenance également des équipements. Ensuite, Cabiria, qui est une fonderie d'art, avec une fonderie d'art. Notre ami. Ah, François Le Prince, représenté par François Le Prince, qui travaille avec des artistes, qui travaillent sur des objets catalogues aussi, qui sont très originaux, donc dans le travail du bronze, hein, c'est ça. Et avec un très fort questionnement sur comment transférer, comment encoder ses connaissances, la connaissance des compagnons qu'il a chez lui, et qui devra transmettre, enfin, toutes ces connaissances doivent être transmises à ses apprentis, donc la question se pose comme ça pour lui essentiellement. Ensuite, le cluster efficience industrielle, donc, qui compose, je dirais, à présent 7 à 8 entreprises. Cluster efficience industrielle, c'est dans le big data essentiellement et dans le traitement des données pour optimiser la production, si on veut résumer en une phrase. CS Techti Holding, en fait, MSJ Lyon, qui travaille notamment sur la partie mobilier urbain, mais qui veut lui aussi s'étendre et innover de façon intense dans d'autres domaines. Hypelinware, qui est dans le big data notamment, et dans l'optimisation et les recettes sur les systèmes complexes en fait, industriels, sur les grosses installations industrielles où la recherche d'optimisation de paramètres est essentielle et où sa caractéristique est de pouvoir offrir un système permettant de trouver les meilleures recettes pour optimiser les process. Vous me reprenez si je me trompe. Legatech, située en Haute-Loire, qui elle travaille dans le plastique technique, entre guillemets, enfin dans les films plastiques techniques à haute technicité, et notamment et particulièrement dans l'agroalimentaire, où là il y a des caractéristiques et des contraintes très très fortes, où là l'innovation aussi est une nécessité. Medialexi, qui travaille sur tout ce qui est aide aux élèves en fait, qui ont des problèmes de dyslexie, donc avec des outils informatiques permettant de prendre des notes, prendre des cours, etc. La Mazière gestion privée, ça je connais un petit peu moins, parce que là c'est Pascal qui a porté cette entreprise-là, mais qui travaille dans tout ce qui est portefeuille, je crois, un portefeuille
de gestion, avec des approches originales, parce que son approche elle est basée sur des travaux de recherche que le dirigeant a lui-même porté. Soleiman, qui travaille sur une solution de plateforme collaborative, en fait, enfin, un logiciel ou une solution d'ensemble de logiciels permettant notamment, et c'est intéressant aussi, de travailler sous forme collaborative. Donc dans l'innovation, c'est un point très intéressant. Et Wishart, société implantée à un tiers dans l'accastillage marin, donc qui propose aussi beaucoup de produits innovants dans le monde notamment nautique, mais aussi de la montagne, et avec une aura internationale. Voilà pour une présentation rapide et non préparée. Merci, merci Frédéric. Alors, partenaire scientifique, je vais parler d'un seul partenaire qui est un partenaire extrêmement important puisque c'est Agexo. Agexo, c'est quoi? C'est une association de recherche en management qui regroupe aujourd'hui une centaine de chercheurs, une trentaine d'entreprises. Ce sont des chercheurs de toutes disciplines, de l'informatique et la psychologie et la sociologie en passant par le management, et donc du coup qui travaillent vraiment sur tout ce qui est management des connaissances et management de l'innovation. Et c'est un partenaire important puisque c'est le réseau qui va nous permettre effectivement d'avoir des conférences relativement ciblées sur des thématiques qui nous intéressent tous. Bon, voilà ce que je voulais dire. Alors quelques mots sur l'activité d'Open Lab. Je ne vais pas développer les conférences qui sont pressenties puisque vous avez tous eu, dans le petit papier que vous a donné en entrée. Ces conférences, comment elles ont été construites? C'est à partir des réflexions, des questionnements des entreprises qu'on a construits. Donc c'est un premier programme provisoire et qui fait qu'aujourd'hui on écoute donc Gilles Garel sur la fabrique de l'innovation. Donc il y a 15 conférences, puisque le programme c'est 5 conférences par an, donc sur 2015-2018 il y aura donc 15 conférences. Alors vous voyez sur l'innovation ouverte, les communautés, les réseaux sociaux, les clusters d'innovation, l'apprentissage entre le novice et l'expert, comment investir les attentes des consommateurs, enfin les leçons managériales, ainsi que toutes des questions qui tramaient nos réflexions, nos interactions entre les entreprises et les chercheurs lors de nos différentes réunions. C'est aussi un partenariat annuel à Montréal. Donc l'idée c'est d'aller faire un tour au printemps à Montréal. Nous travaillons là-bas avec deux chaires. J'étais la semaine dernière. On travaille avec la chaire de Brian Ops à l'ESG UQAM à Montréal et aussi le département management des projets aéronautiques de Mérable et Brahimi. Ce qui est intéressant, ces rencontres, c'est à la fois des rencontres de chercheurs, mais c'est des rencontres aussi avec des entreprises. Et donc là aussi, pourquoi pas faire une virée ensemble à Montréal. Si je peux revenir en arrière, oui, non, il ne veut pas. Je ne peux pas, là. Pourquoi pas, effectivement, envisager ensemble de faire un déplacement à Montréal sur une thématique particulière pour rencontrer des entreprises aussi qui sont liées à ces questionnements autour de l'innovation, du management des connaissances. Voilà, c'est des possibilités, c'est des choses qui sont ouvertes. Et puis aussi un colloque d'ailleurs qui sera co-dirigé avec Monique Aubry et Gilles Garel. Un colloque à Cerisy-la-Salle. Cerisy, c'est un haut lieu de l'intelligentsia française depuis un siècle. Et la particularité, c'est qu'on regroupe pendant une semaine, dans un vase un peu clos. On n'a pas le droit de sortir de ce château, qui est en Normandie. Et puis on va essayer de vivre ensemble autour de cette question de management des situations extrêmes. Et la particularité, c'est qu'il y a aussi des chercheurs, il y a des praticiens. Et qu'on va... alors vous savez, souvent dans les colloques, on échange au bout de 10 minutes, un quart d'heure, une heure, le soir on discute un petit peu, puis après chacun repart chez soi. Là, c'est l'inverse. Là, on peut s'engueuler le lundi, puis le mercredi, dire bon, allez, un petit coup de calva, et puis bon. Alors maintenant, reprenons un peu là ce qu'on se disait, là, toi, puis toi. Bon, voilà. Donc c'est une manière. Et aussi, les initiateurs de Cerisy disaient que pour penser, il fallait marcher, il fallait se promener. Donc du coup, ce grand jardin, ce grand château, c'est une invitation à la promenade, à la pensée déambulatoire. Voilà. Et puis aussi, il y aura, vous assisterez à l'accouchement d'un ouvrage chez Routledge qui s'appellera Management of Extreme Situation. Donc les premiers rudiments d'un manuel un petit peu de référence et qu'on essaiera de faire le plus écrit possible, le plus accessible possible autour de ces situations extrêmes de management. Bon, voilà. Et pour terminer, nous avons aussi un projet de développement avec le conseil régional lié à cet Open Lab pour faire venir des chercheurs extérieurs et monter des programmes sur des thèmes émergents dans le cadre de cet Open Lab. Voilà un petit peu
le programme, cette aventure qui démarre de manière officielle, je dirais, aujourd'hui, hein, et auquel je vous remercie de participer. Ben voilà, donc on va démarrer par le conférencier, et c'est vraiment un grand plaisir d'écouter Gilles Garel, et qu'il soit de faire le plaisir de venir nous voir ici à Clermont-Ferrand pour parler de cette innovation. Et bon, je ne vais pas le présenter, simplement dire que c'est un des grands spécialistes aujourd'hui du management d'innovation radicale. Hein. Et étant responsable de la chaire de management d'innovation au CNAM, voilà, je crois que tout est dit. Merci Gilles, en tout cas, de ta visite. Je vais te laisser la place. Bien. Comme ça. Bien, merci beaucoup de ces mots d'accueil très sympathiques et très élogieux. Pour parler plus proche du micro. Pardon. Ah oui, je me demandais pourquoi il était si proche. C'est ça, il a une fonction à remplir. C'est d'être entendu et d'être enregistré. Ah bah, évidemment, c'est à mon tour de renvoyer les compliments et je suis très sensible à l'invitation de l'Open Lab et de Pascal en particulier en tant que collègue et ami, parce que je constate que l'énergie scientifique et communicante qui est la sienne se traduit à nouveau par un projet concret, un dispositif innovant. Et j'ai eu à inaugurer la chaire du CNAM lorsque j'ai été élu à cette fonction, mais je trouve que c'est très bien de solliciter des externes et je suis heureux de pouvoir venir à votre rencontre et je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Alors, pour le titre, je ne me suis pas cassé la tête, c'est pas très innovant, j'ai repris le titre d'un ouvrage, c'est le titre éponyme d'un ouvrage que j'ai coécrit en 2012 avec Elmar Mock, M-O-C-K, qui est un inventeur en série depuis plus de 30 ans, qui est notamment le co-inventeur de la montre Swatch, qui est extrêmement connu dans l'industrie européenne, et qui est à la tête d'une société de conception innovante qui innove pour d'autres, les autres étant des grands groupes, en tout cas dans un secret et une intimité des affaires qui fait que la marque n'est pas connue, mais que la connaissance de l'activité d'innovation pour Elmar Mock l'est. Et c'est cette rencontre entre nous qui a donné lieu à l'ouvrage. Le titre qu'on a retenu a été choisi pour marquer le côté processuel, le côté en train de se faire. Il y a beaucoup d'ambiguïté autour du mot innovation, tout le monde en parle, il y a des réunions tout le temps, partout. Et ces ambiguïtés masquent en partie une distinction entre l'innovation comme résultat et l'innovation comme processus. Il y a plein d'acteurs dans le monde scientifique, notamment les chercheurs en gestion, mais pas seulement, on en parlera dans un instant, il y a toute une tradition ingénierique qui s'intéresse à ces processus, alors que la plupart des discours de politique économique s'intéressent à l'innovation plutôt du côté du résultat. Et donc l'enjeu pour nous, et je nous englobe tous dans ce nous, c'est bien de comprendre quels sont les processus à l'œuvre et ce qu'on peut apprendre des travaux récents et des travaux auxquels les collègues d'ici et d'ailleurs ont déjà contribué. Et ce mot d'expression fabrique de l'innovation, je vais l'associer dans la suite de l'exposé à deux régimes. Les processus peuvent être plus ou moins innovants, en fait. Et là aussi, l'une des ambiguïtés du mot innovation, c'est que mis à toutes les sauces, la portée du mot s'affadit. Or, elle a une portée historique qui est très forte. Elle est plus ou moins rénovation, plus ou moins innovation, plus ou moins radicale. Et il y a un régime de fabrique de l'innovation qui est plus innovant que l'autre. Et j'opposerai l'innovant et le réglé. Et j'utiliserai aussi dans la suite de mon topo le mot conception. Et exactement pour renvoyer de façon générique au processus, et vous verrez par évocation de la théorie CK que ça renvoie aussi à des théories de la conception. Et donc il y a deux régimes de la conception, un régime de conception innovante et un régime de conception réglée. Mais l'objet n'est pas de discuter du vocabulaire, on peut le faire, hein, ça peut être des sujets passionnants de se caler, ça m'arrive de le faire avec d'autres disciplines, des philosophes ou des politiques, des gens du ministère, caler les mots, tous ces mots qui qualifient l'innovation. L'enjeu ici, là pour moi ce soir, c'est d'abord de rentrer par des enjeux de conception innovante et puis
d'avancer sur une compréhension de la gestion de leur processus, en s'assurant bien qu'il n'y a pas que la gestion qui a des choses à dire sur ces processus, mais c'est de cette petite fenêtre que nous partageons avec un certain nombre de collègues ici que je parlerai. Il y aurait pas mal d'enjeux à mettre en avant, je vais simplement en retenir autour de ce qu'on a appelé dans les travaux de conception de vente les enjeux en termes d'identité. L'identité d'un objet, quand je parlerai d'objet, ce sera là encore de façon très générique pour caractériser ce qui est à concevoir ou ce qui est à rénover. Un objet, ça peut être un produit, un processus, un service, un système, une relation, un territoire. Et les objets sont définis par des propriétés. Quand on dit des mots comme une nuitée d'hôtel, un service bancaire, prendre le train pour venir de Paris à Clermont-Ferrand, on a tout de suite une représentation des propriétés qui sont attachées aux objets. Ça veut dire que tous les objets ont des propriétés qui se sont construites, ont une histoire, et l'un des enjeux de l'innovation radicale, de l'innovation d'exploration, la conception innovante, c'est de remettre en cause, de briser, de casser, de contester l'identité des objets. L'identité d'un objet, c'est ce qui nous amène à le reconnaître pour ce qu'il est. Or, je balayerai simplement, mais très vite, quelques exemples qui ont tous été travaillés, étudiés par des chercheurs, et parfois dans des dispositifs de type Open Lab. Tu évoquais, Pascal, nos collègues de Montréal. Grâce à eux, l'été dernier, j'ai enfin rencontré de l'intérieur ceux que je ne connaissais que de l'extérieur, pour avoir beaucoup lu. Le Cirque du Soleil, qui a déjà été vendu il y a 15 jours, ils ont failli le vendre au Qatari. Bon, il y a eu une montée en puissance du territoire québécois pour garder l'identité du cirque. L'identité, elle est québécoise, mais il y a 30 ans, quand le Cirque du Soleil a été conçu, c'était pour inventer, littéralement, et diffuser, et ils l'ont fait de manière époustouflante, c'est une machine à cash, une nouvelle forme de spectacle, qui représentait quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là, qui est évidemment emprunté à des formes existantes, mais qui, dans l'expérience du client, dans le modèle d'affaires, dans la signature, dans la marque du Cirque du Soleil, a créé quelque chose qui n'existait pas. Ils ont été copiés, et d'ailleurs une partie de la copie est à l'origine de leurs difficultés actuelles. Il y a beaucoup de choses sur le Cirque du Soleil qui est un cas tout à fait passionnant. Le Vélib et enfin, tous les systèmes de vélo partagés sont des cas intéressants, parce que si on prend ne serait-ce que 15 ans de recul, on aurait du mal, 15 ans en avant, à imaginer le brief de conception d'un système de vélo comme ça. C'est un vélo dont on n'est plus propriétaire, il faut embaucher des informaticiens, des spécialistes de supply chain, il faut négocier avec les collectivités locales. Les gens qui ont fait ça ne sont pas les gens du vélo. Nous aussi, on travaille avec Quechua, on travaille aussi avec Between, qui est la marque de vélo de Decathlon Corporate, troisième marque de vélo mondiale. C'est pas Between qui a fait ça. Donc, c'est des propriétés nouvelles portées par des acteurs nouveaux. C'est un très bon cas d'innovation. Bon, on pourrait aussi montrer facilement que cette tente est devenue une référence. Et là encore, avec, là c'est moins de 15 ans, c'est 9 ans de recul, les tentes canadiennes qui étaient si difficiles à monter, qui déclinaient comme marché, ont été relancées. Et l'histoire de cette conception innovante, qui est assez méconnue d'ailleurs, est tout à fait intéressante. Et ce n'est pas le fait du hasard. Et progressivement, mon propos va être de comprendre comment, systématiquement, on s'organise pour réviser l'identité des produits. L'enjeu, pour moi, il est véritablement là, l'identité des objets. Tous les objets ne sont pas des produits. Bon, alors, ce bâtiment est tout neuf, mais en même temps, il incarne une identité où, alors, le conférencier n'est pas au pupitre, mais il est quand même assis face à des gens qui l'écoutent, pour l'instant, très, très sagement, un modèle d'enseignement où, ici, on a de la République, le maître parle aux élèves, et puis on est tous embarqués dans des formes qui révisent complètement la manière dont on enseigne. Hein, comme d'autres, moi je sors d'un MOOC, voilà, tout ça c'est en train de voler en éclats, et derrière, l'invention de ces nouvelles propriétés fait partie du programme de la conception innovante. Quand ce téléphone est lancé en 2007, le patron d'Apple fait un exposé brillantissime qui est accessible sur Internet, il suffit de retourner le voir, qui dure 1h15, où il explique qu'avec cet objet, dont il dévoile le nom, et dont on a eu, dans les premières semaines, du mal à comprendre ce qu'il allait faire, on allait pouvoir faire des choses totalement nouvelles, qui n'existaient pas. Il crée une nouvelle référence dans un marché qu'il contribue à créer. Grâce à nos collègues de Montréal, moi j'ai découvert comment, en 30 années de travail, Ferran Adria, ici représenté sur cette photo, a brisé, en travaillant avec
plein de traditions différentes comme l'architecture et les arts, les codes de la cuisine gastronomique classique, et en particulier de la cuisine catalane et européenne. Et il a inventé, même s'il réfute la terminologie, une forme moléculaire de cuisine qui va jusqu'à une nouvelle expérience de consommation par le client. C'est 30 ans de travail avant qu'émerge ce résultat qui a été jugé comme innovant. Et si on nous avait dit il y a quelques années qu'on ferait du cerf-volant sur l'eau, c'était évidemment aberrant, on aurait tout arrêté. Et puis je vous reparlerai de la Swatch dans pas longtemps parce que c'est un bon cas. Alors, pour passer ces exemples sur l'identité, et encore une fois, qui n'est qu'un des enjeux de la conception innovante, et repartir un tout petit peu en généralité, on a deux grands cadres pour traiter de la conception des processus de la fabrique de l'innovation. Un cadre plus ou moins réglé, plus ou moins innovant. Il y a des travaux sur l'histoire de la conception réglée qui est très ancienne et qui, vous allez voir au fur et à mesure de nos échanges, nous marque. Beaucoup de nos représentations sur la fabrique de l'innovation sont marquées par la conception réglée. Je vais donner quelques exemples dans un instant, mais c'est très ancien. Ça émerge avec la révolution industrielle du 19e, la deuxième révolution industrielle, et ça a représenté, dans un modèle industriel classique, une manière de faire de l'innovation. Or, il y en a d'autres. Sur un plan théorique, du côté du réglé, on a beaucoup d'outils, notamment des outils de raisonnement, qui renvoient au processus de décision. L'optimisation, le choix, la programmation. Autrement dit, des outils qui cherchent à rationaliser la décision dans des espaces connus. Du côté de l'innovant, on bascule dans des enjeux théoriques où il faut être capable de définir des propriétés qui n'existent pas au début du raisonnement. Donc il faut avancer dans l'inconnu. Et l'un des intérêts des travaux récents, et là aussi, dans le peu de temps qui reste, je vais en dire quelques mots, on a des processus formels qui permettent d'avancer dans l'inconnu et donc de fabriquer de l'innovation radicale, pour utiliser un terme plus commun. Le réglé contre l'innovant, quelques exemples. Des normes, des processus stage gate, je crois que c'est le transparent suivant. De l'autre côté, des connexions improbables, des concepts fous. J'adore le concept de vache qui vole, sur lequel je fais Florès depuis qu'Elmar Mock me l'a soufflé il y a quelques années, qui n'a l'air de rien, mais qui peut nous amener assez loin dans des raisonnements de conception innovants. Je ne le développe pas là. Je le disais, la conception réglée a empreint nos représentations des processus d'innovation. Si vous googlisez ou utilisez un autre moteur de recherche sur les processus d'innovation, vous tombez très rapidement sur des formes de gestion de ce type par étape, où c'est décliné toujours sur le même principe de filtrage progressif d'idées, de concepts évidemment originaux par rapport à l'existant. On va éliminer les mauvaises idées pour imposer les bonnes à la diffusion, à son marché ou à la diffusion dans une communauté, pour reprendre le terme que Pascal évoquait. On trouve beaucoup de cas d'objets où, et je n'abuserai pas des petits dessins après celui-là, où la conception réglée va s'évertuer à rénover, à ajouter des dispositifs à un système qui existe déjà, à une identité qui existe déjà. La littérature utilise beaucoup le terme de dominant design, d'architecture dominante, à des propriétés que l'histoire a construites, qui se sont imposées et que l'on va contribuer à renforcer par des processus d'innovation. Pour fabriquer cette innovation, on se règle, on utilise des méthodes qui, grosso modo, vont mobiliser en gestion des métiers connus et qu'on peut résumer de la manière suivante. Et dans un instant, l'enjeu, ce sera de passer à l'autre partie du tableau pour en finir sur la conception réglée. L'enjeu est de renforcer l'identité des objets, de la stabiliser. Quand on est une entreprise d'en tirer parti économiquement, ça veut dire que du point de vue des processus de gestion, on a l'énorme avantage, et les outils de gestion qui en découlent, c'est l'avantage de connaître la cible. En gestion de projet, on parle de cahier des charges. On peut très bien faire des innovations à partir d'une cible définie, et à partir de là, on a un pilotage téléologique, c'est-à-dire à la cible, où on est capable de mesurer les écarts de sa fabrique d'innovation au regard des objectifs qu'on s'est fixés. On connaît la valeur, on connaît les métiers, on connaît les valeurs économiques, les valeurs d'usage, les valeurs symboliques. Bon.
Et l'enjeu de la conception innovante, il est un programme de recherche. C'est pas comme ça que je veux le présenter pour la suite. Je voudrais mettre l'accent sur quatre points. Là, c'est le pendant, le vis-à-vis de ces caractéristiques de la conception réglée. La fabrique de la conception innovante pose des problèmes. Elle n'a pas les boîtes à outils qu'on peut trouver même sur Internet de la conception réglée. Elle relève pour partie d'expérimentation, de petites entreprises, de collaborations inédites, de grandes entreprises, et beaucoup de travaux de recherche sont en cours sur ce sujet. Et tous ceux qui vendraient des solutions toutes faites sur l'innovation de rupture sont sujets à caution. En tout cas, si leur propos est général et systématique. Alors, les 4 points que je voudrais vous livrer pour qu'ensuite on en discute, j'annonce tout de suite que j'insisterai davantage sur le premier que sur les 3 autres, ne sont pas exhaustifs, mais relèvent en partie du programme de travail du laboratoire au CNAM et des terrains de recherche qui sont les miens. D'abord, je ne vais pas annoncer le plan maintenant, vous les verrez apparaître au fur et à mesure. D'abord, un point qui est le plus complexe à comprendre, et c'est celui qui a les sous-bassements théoriques les plus solides, et en même temps les plus innovants. D'abord, un principe de raisonnement. C'est-à-dire, en fait, que c'est un principe cognitif. Je regarde de très près ce que font les psychologues de la créativité. J'invite à lire les travaux notamment de Todd Lubar, qui est un des grands spécialistes en psychologie, à s'intéresser à la créativité telle que les entreprises et les chercheurs en gestion et les ingénieurs travaillent ces questions. Donc, le premier principe est un principe de compréhension de la manière dont ceux qui ont à concevoir de façon innovante raisonnent. Et quand je dis ce sont évidemment des collectifs. On élimine le cas des raisonnements individuels où un individu va supposément isolément, trouver une idée très originale, très innovante. Pour ramasser le problème après, il y a 2 grandes traditions de la conception et de la conception innovante. L'une qui s'ancre, c'est un dessin que j'évoquais les psychologues, dans une tradition créative, psychologique, qui s'intéresse au raisonnement, notamment à l'analogie, et qui trouve aujourd'hui son pendant dans toutes les méthodes de créativité. Et on a tout un courant qui est lié à l'ingénierie, qui d'ailleurs est à l'origine de l'histoire de la conception réglée, qui nous a inventé la R&D, la recherche en production, le bureau d'études, et pendant des années, un petit siècle, il y a une séparation historique de ces 2 grandes traditions. Il y a des moments de l'histoire, très loin dans l'histoire, à la Renaissance, on va trouver, même si l'ingénierie n'est pas aboutie, des moments très innovants dans le monde occidental de réunion de ces traditions. Il y a une période absolument incontournable à étudier, c'est le Bauhaus, avant que les nazis ne l'éliminent comme un moment inquiétant de la créativité, où d'ailleurs on va inventer le design industriel, où on réunit ces 2 traditions. C'est banal de constater qu'on a besoin pour innover de s'ancrer dans ces 2 grandes traditions. Une tradition des concepts, une tradition des idées folles, la vache qui vole, et une tradition de la connaissance. Ce qui, en les réunissant, mais leur réunion n'a rien de spontané, puisque ces traditions ont été historiquement séparées. On voit d'ailleurs dans les programmes d'enseignement émerger progressivement, parfois au forceps, la réunion de ces 2 traditions, mais on voit encore beaucoup de programmes qui les séparent. Un designer seul aurait du mal à concevoir le Ziguel, parce que pour concevoir le Ziguel, à ce système d'orientation mobile qui bouge avec le corps, il faut connaître la gyroscopie. Et à l'origine, c'est un travail d'ingénieur. Mais la connaissance gyroscopique ne suffit pas à engendrer une telle innovation. Et il y a des montagnes d'exemples, ici j'ai repris la clé USB, où le monde de la science a inventé, et il va avoir besoin de recourir à des concepts qui transforment, qui inventent des usages pour
associer la connaissance à ce concept innovant et le transformer en innovation. J'évoquais tout à l'heure le Cirque du Soleil. C'est une entreprise qui est en crise. C'est une entreprise en bas à droite qui a un centre de conception extrêmement avancé à Montréal. On pourrait se croire dans n'importe quelle entreprise banale. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, sont à peu près 4500, à la moitié d'artistes et la moitié de ces personnels qui travaillent dans d'autres métiers, et notamment dans des métiers de l'ingénierie. Et in fine, ce qui est livré est un spectacle nouveau, un spectacle original. Or, l'enjeu est de comprendre comment on réunit, pour fabriquer de la conception innovante, le concept et la connaissance. Et alors là, et je sais qu'on va en discuter, et je ne vais pas être trop long sur le sujet, je vais l'illustrer après en avoir donné quelques éléments de repère. Il y a un travail qui est d'abord un travail théorique qui a été entrepris il y a 20 ans à l'école des mines de Paris, au départ autour d'Armand Hatchel et Benoît Veil, un programme qui a été largement amplifié. Et ce travail à l'origine théorique est un travail de compréhension du raisonnement en conception innovante. Comment raisonnent les concepteurs en conception innovante? Ils raisonnent entre deux espaces qui sont séparés. L'espace des concepts défini comme l'espace de toutes les propositions, même si elles sont illogiques, même si elles sont folles, même si elles sont réfutables au moment où elles sont prononcées. L'espace des connaissances, lui, est défini comme l'espace de toutes les propositions connues, utilisables, validables, réfutables. Les connaissances ont ce statut intéressant qu'on peut les mobiliser, qu'on peut les utiliser, parce qu'il y a des experts qui les détiennent et qui savent dans quel contexte, avec quelles conditions et quelles fonctionnalités on peut s'en servir. Et le raisonnement va se construire comme un échange entre un espace des connaissances et un espace des concepts, avec la nécessité, vous allez voir dans les exemples, d'accroître les poches, les îlots de connaissances, pour en retour ajouter progressivement des propriétés nouvelles au concept. Et dans les formalisations de ces cas aujourd'hui, on arrive, et ça c'est un des atouts et des intérêts, je trouve, de ce raisonnement, on voit progressivement au fur et à mesure du raisonnement s'ajouter des propriétés nouvelles au fur et à mesure que l'on avance dans les échanges entre les deux espaces. Alors, progressivement, ce qui était un programme théorique, s'est orienté, et c'est ce qui m'intéresse au CNAM, on ne fait que de la formation continue, vers des applications plus concrètes qui mobilisent le raisonnement à la fois entre les deux espaces et au sein de chaque espace. Et pour terminer sur ce premier point, je voudrais m'intéresser au rapport le plus singulier, le plus original, qui est le rapport de cas versés, c'est-à-dire du connu vers l'inconnu, de propositions qui existent, mais auxquelles celui qui se pose la question innovante n'a pas forcément accès, donc il va falloir qu'il mobilise, qu'il accède à cette connaissance pour engendrer de l'inconnu. C'est un chemin qui est assez rassurant, fabriquer des concepts à partir de connaissances. C'est des concepts d'autant plus robustes qu'ils viennent de propositions logiques, de propositions qui existent. C'est la piste la plus féconde de ces cas. Or, elle est difficile et assez longue à mettre en œuvre. Je vais là l'illustrer rétrospectivement, parce que dans le cadre d'une conférence, on ne va pas se lancer dans un atelier de conception où on partirait d'un brief innovant qu'on co-inventerait. Je vais m'en servir a posteriori, c'est d'ailleurs l'un des intérêts de ces cas, c'est de relire après coup des histoires d'innovation. Ce n'est pas le seul, et c'est là que je retombe sur la montre Swatch. D'ailleurs, ma montre n'a pas l'heure, Pascal. Mais mon ordinateur là. Okay. Tu as 25 minutes. Oh, c'est bien. Moi, c'est bien, ça correspond au temps que vous avez laissé. À gauche, j'ai reporté le concept zéro, concept initial. C'est le brief de conception que se pose. Alors là, on est 30 ans en arrière, un petit peu plus. À la toute fin des années 35 ans, à la toute fin des années 70, 1980 très exactement, les horlogers suisses qui traversent une crise absolument vertigineuse,
la Suisse a dominé le monde de l'horlogerie pendant 200 ans. Et ça aussi, c'est une leçon de l'histoire. L'entreprise est un collectif qui a vocation à se transformer ou à disparaître. Les Suisses ont dominé, pour des raisons que les historiens connaissent bien, le monde de l'horlogerie, avec progressivement une construction de sa conscience de sa supériorité. En 1914, de mémoire, les Suisses contrôlent 95% du marché mondial. Ils sont à 90% à sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont à 85% en 1970. Et à la fin des années 70, en moins de 10 ans, ils ont perdu les 2/3 de leur part de marché mondial. À l'époque, ils exportent dans le monde entier parce que des nouveaux concurrents sont apparus. Des concurrents qui ont été ignorés, voire méprisés par les horlogers suisses. Et une partie de la contre-attaque est venue de la Swatch, est venue d'une innovation. C'est un cas absolument rarissime de voir une industrie ressurgir par un produit emblématique de son histoire, après avoir frôlé la mort. Et le concept initial, qui est formulé par Ernst Thomke, qui est le patron de l'entreprise où la Swatch va naître, c'est une montre de qualité suisse, c'est une montre pas chère, mais pas chère, c'est 60% moins cher que ce qu'on connaît, une montre qui sera produite en série sur un process automatique, et une montre en plastique. C'est-à-dire que ce sont des propriétés, d'abord, qui n'existent pas. On n'a jamais fabriqué une montre en série dans l'histoire de l'horlogerie jusque-là. Les Suisses ne font pas de montres en plastique, puisque les Suisses, depuis 200 ans, font des montres dans des matériaux nobles et sont les champions du monde de ce que représente la montre suisse. Il y a une identité du produit portée par les Suisses. Bon. Et puis c'est en plus contradictoire de vouloir faire une montre de qualité suisse pas chère, puisque la montre suisse est chère. C'est-à-dire que quand ce brief a été proposé, il a été rejeté, puisqu'il est impossible à réaliser dans l'état de l'art actuel. Et si jamais on le prend au sérieux, il n'est pas crédible, puisqu'il vient violer l'identité de ce qui fait cette industrie, qui normalement doit se remettre de la crise des années 70, parce qu'elle en a déjà vu d'autres. Moi j'ai beaucoup travaillé cette question en décrivant la fabrique de l'innovation, parce que je ne connaissais rien à la Suisse, rien à la montre. Notamment les crises des années 30 ont été surmontées par l'horlogerie suisse, et elle s'en est portée bien mieux après. Donc si on reprend en raisonnant dans les termes d'une relation entre un concept initial impossible et les connaissances que détiennent à l'époque les horlogers suisses, il y a un écart, une disjonction. Les connaissances du noble art horloger mécanique suisse ne servent à rien. Copier les Japonais n'est pas une stratégie. Donc si on fait l'état de l'art de ce que connaissent les Suisses à cette époque, ils sont morts, puisqu'ils licencient tous les jours. Il y a quand même 60 000 emplois qui sont perdus sur 90 000 en moins de 10 ans dans l'arc jurassien suisse. Et aujourd'hui, les gens sont toujours là, ou les enfants des gens sont toujours là, et ils l'ont vécu dans leur chair. Et ça s'est passé très vite. Et donc il a fallu, pour sortir de cette contradiction entre un brief et les connaissances détenues, aller dans l'espace des connaissances, acquérir de nouvelles connaissances. C'est-à-dire que la conception innovante ne se contente pas de l'état de l'art, elle doit faire, au regard du problème initial qui est posé, un état du non-art. Et cet état du non-art, il a commencé, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que ça n'a rien de spontané de se lancer dans... il a commencé par les connaissances plasturgiques. Ça n'a rien de naturel pour des entreprises qui fabriquent des montres à mouvement mécanique de se lancer dans le plastique. Ça a des explications, ça a une histoire, mais l'acquisition de connaissances sur les polymères va changer la donne. C'est le début de ce qui va permettre un nouveau raisonnement, et ça a pris du temps. En l'occurrence c'est Elmar Mock qui a acquis ces connaissances, et il l'a fait de manière systématique et analogique en regardant des objets qui existaient dans l'industrie en plastique, des objets qui sont soumis à des contraintes fortes, qui sont en plastique, et qui pour certains enferment des mouvements, des systèmes complexes. Et derrière ces images, les jouets, une boîte à neige, une boussole, un phare de voiture,
il ne faut pas simplement voir un raisonnement analogique. Tiens, j'imagine faire une montre en plastique où j'aurais un boîtier en plastique, puis un verre en plastique. Je mettrai le mouvement. Le mouvement en horlogerie, c'est le mécanisme qui permet de donner l'heure à l'intérieur. Et puis je trouverai une manière de fixer le verre sur le boîtier. J'en rajoute un bracelet, ça fait une montre. Il y a une analogie, par exemple, entre une boussole fermée en plastique et une montre. Mais au-delà de l'analogie, il y a un véritable travail de quelles sont les filières industrielles qui fabriquent ça, comment c'est conçu, qui sont les fournisseurs, combien ça coûte. Une compréhension extrêmement fine de la chaîne de valeur. Et ça, c'est ramené par l'ingénieur Elmar Mock à l'entreprise qui va inventer la Swatch. Or, le patron de l'époque, Ernst Thomke, va avaliser le projet, mais se lancer dans les connaissances en plastique, ça va avoir un certain nombre d'inconvénients et d'avantages. Ça va ajouter des propriétés très intéressantes. Bon, par exemple, une montre en plastique, dès lors qu'on arrive à souder le plastique, il y a eu beaucoup de débats sur comment on allait fixer le verre sur le boîtier, ils vont le souder, ça fait une montre étanche. Ça a des avantages considérables, mais ça crée une propriété qui est totalement inconnue jusque-là. Une montre soudée ne se répare pas. Or, une montre suisse, non seulement elle s'offre pour la vie, elle est en matériaux nobles, elle est portée par des marques prestigieuses, déjà à l'époque et depuis longtemps, elle se répare. Donc on ne va pas concevoir une montre qui ne se répare pas. Et l'émergence de cette propriété nouvelle a été, c'est traduit par une levée de bouclier dans le processus. Il a fallu prendre au sérieux cette propriété émergente, retourner dans l'espace des connaissances pour imaginer un process de fabrication totalement nouveau. Encore une fois, on n'avait jamais industrialisé parce que c'est trop complexe, la fabrication de ces produits, et concevoir une chaîne de fabrication tellement fiable qu'elle produirait en série des montres sans avoir besoin de les réparer. Avec le recul de l'histoire, c'est fascinant parce que c'est toujours la même montre qui est vendue. Ils la lancent en 83 en Europe. Ils en ont vendu 550 millions aujourd'hui. Donc c'est une machine à cash absolument idéale, avec un taux de fiabilité qui a été déterminé face aux contraintes de la plasturgie et de la non-réparation. Mais cet état du non-art, il ne s'est pas limité dans le cas de la Swatch à une montre fiable en plastique et une montre pas chère, ce que les ingénieurs ont été capables d'apporter, mais à l'émergence de nouvelles connaissances. Je ne fais que les évoquer, même si là aussi elles ont une histoire extrêmement passionnante et complexe, parce que ce sont des connaissances qui n'appartiennent pas à l'entreprise qui développe la Swatch, des connaissances en marketing et en design. Les marketeurs de la Swatch qui viennent de l'extérieur, Ernst Thomke, le père de la Swatch, va chercher un Allemand, un Suisse allemand, qui travaille dans la mode américaine, et il va apporter une vision du produit qui est totalement innovante à l'époque, d'un accessoire de mode. On va vendre la montre comme une cravate. En ce moment, avec Elmar Mock, on démarre un programme de recherche sur les montres connectées, qui est en train de... Alors, soit de bouleverser, enfin, c'est en train de partir, et se pose exactement les mêmes mobilisations de connaissances extérieures pour faire émerger des concepts d'usage, des positionnements produits de cet objet qui n'est peut-être qu'un gadget, dont on ne sait pas ce qu'il est, dont on ne sait pas ce qu'il sera, mais qui est peut-être une révolution en cours. Et les designers de la Swatch vont aussi venir de l'extérieur, comme Steve Jobs d'ailleurs l'avait fait pour Apple. Et ils vont venir notamment de la tradition du Bauhaus, de la tradition du mobilier de bureau. Et Thomke va choisir des designers qui vont épurer la forme de la montre pour que finalement on profite des propriétés de l'outil de production en série pour colorer et dessiner les montres en plastique pas cher le plus tard possible sur la chaîne de fabrication. Donc une forme neutre, ce qui singularise la montre, c'est pas sa forme, au sens dont la forme et du style, une définition très très restrictive du design, c'est la manière dont on va la coloriser et dont on va la parer de dessins, de représentations. Et ça c'est génial, et c'est pour ça qu'ils ont toujours la même montre aujourd'hui, parce que ça permet d'anticiper sur des modes qu'on ne connaît pas. À isoproduit, eh bien on a fait bouger la montre en tant qu'objet industriel avec les modes, pour des coûts très faibles, voilà, avec des milliers de collections, et c'est un succès. Mais c'est un succès maintenant progressivement déclinant. Mais jusqu'à notre travail, il n'y avait pas beaucoup de choses sur la fabrique de cette innovation, voire ce sera
mon mot de conclusion dans un instant, des choses fausses. Alors, raisonner ensemble concept et connaissance, forcer la réunion entre l'idée et la connaissance que l'on détient, mais la connaissance que l'on acquiert. Deuxième principe, et je vais accélérer sur le principe de management de conception innovante, un principe de réutilisation. L'innovation ne fait jamais table rase. Par goût personnel, j'ai toujours travaillé mes sujets au regard de l'histoire, qui permet de comprendre comment ils se sont construits. Au CNAM, on a un bijou qui est le musée des arts et métiers, où je passe au moins une fois par semaine. Et le retour à l'histoire, à la lignée, à la généalogie, offre des solutions pour ceux qui ont à fabriquer en rupture. Je prendrai ici à nouveau, et ce sera la dernière fois, l'exemple de la Swatch. L'une des explications du succès de la Swatch, c'est la réduction de son nombre de composants par 2. Une montre, la Swatch, une montre analogique, donc une montre à quartz qui marche avec une pile, ça c'est une montre analogique de luxe. C'est pour ça qu'on n'a pas industrialisé. Qu'on peut pas, ça on ne sait toujours pas robotiser aujourd'hui, des coûts vertigineux, on ne fait pas. Et pour simplifier l'architecture de la montre, les ingénieurs, à droite c'est la Swatch, sont allés chercher dans l'histoire de l'horlogerie, qui est très ancienne, qui remonte en Suisse au XVIIe, au moins au XVIIe, des solutions que l'histoire avait oubliées. Et l'histoire, elle oublie toujours en contexte. Or, en changeant de contexte, il y a des solutions techniques qui deviennent des solutions innovantes. Le table rase n'est pas intéressant non plus, parce qu'on a intérêt à réutiliser des solutions ou des concepts, des connaissances ou des concepts qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves, en particulier si on parvient à les masquer aux destinataires de l'innovation, au client final par exemple. Donc la stratégie de réutilisation, une excellente stratégie de conception innovante pour ces deux raisons, et dans le cas de la Swatch, elle a permis une réduction drastique du nombre de pièces. Le troisième principe qui est aujourd'hui très, très à la mode, même s'il n'est pas formulé nécessairement comme ça, c'est un principe d'expérimentation ou le paradigme de l'action qui consiste, quand on avance dans l'inconnu, eh bien, à avancer justement, à privilégier l'action, à passer. Alors là, Pascal Lièvre et ses travaux anciens, nombreux et variés, est un expert de ces sujets, d'une logique de préparation, de planification, d'anticipation, à une logique proactive, d'action. C'est-à-dire que la connaissance ne vient pas de l'anticipation qui permet de faire le cahier des charges nous permettant d'avancer vers l'innovation, mais vient du fait qu'on agit, qu'on produit des choses avec des nouveaux acteurs. Et d'un point de vue managérial, et ça je vais le redire aussi juste avant de finir, ça signifie que les managers n'ont pas intérêt à barrer l'innovation tant qu'elle n'a pas fait ses preuves, puisque pour le coup, l'innovation radicale va s'annoncer sous des formes très imparfaites, voire incompréhensibles, et que pour avancer dans le processus, il faut apprendre, il faut essayer, il faut expérimenter. Et tous les moyens sont bons. Tous les moyens d'expérimentation, l'acquisition, la formation, le partage, la recherche, le prototypage physique, virtuel. Alors là, j'ai lu quelques images de certaines recherches que j'ai menées, ou pas. C'est un sujet qui est à la mode, notamment parce qu'il est lié à l'émergence des tiers-lieux, des Fab Labs, d'espaces collaboratifs où on a non seulement des connaissances improbables qui peuvent se rencontrer, mais on a aussi des moyens de moins en moins coûteux du passage à l'acte. Et notamment du passage à l'acte où un concept devient un prototype compréhensible par des non-experts assez rapidement. J'avais dit que je ne reparlerai plus de la Swatch, mais j'ai reglissé ce transparent. À l'époque, on n'avait pas les moyens de représentation aujourd'hui. Le patron de la Swatch, Ernst Tomke, qui dirige ETA. ETA, c'est le vaisseau amiral de l'horlogerie suisse, toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est noyé dans la marque du groupe Swatch qui fabrique les mouvements. Et Mock et Muller, Elmar Mock et Jacques Muller sont les deux ingénieurs qui ont conçu la Swatch, représentent ce petit dessin d'une montre très innovante à leur patron. Et c'est sur cette idée
Alors, en suisse allemand, c'est une Schnapsidée, une idée de comptoir. Hein. Pascal évoquait la convivialité qui caractérise le colloque de Cerisy. Dans les processus d'innovation, il y a des moments de doute, il y a des moments conviviaux. La Schnapsidée, qui renvoie à des mois, même à des années de discussion des deux compères, elle est traduite en un petit dessin qui est montré dans ce format au grand patron qui sait le lire, parce qu'il a des connaissances en micro-horlogerie. Il voit des choses qu'il n'a jamais vues. Il voit que là où sa R&D de 500 personnes ne n'a jamais rien proposé d'innovant, il y a deux ingénieurs qui sortent de nulle part, qui lui représentent quelque chose. Derrière ce crowbar, il y a les propriétés innovantes de la Swatch, notamment dans l'architecture mécanique, et il va défendre, c'est-à-dire que la représentation est imparfaite. Derrière, ils vont pouvoir expérimenter, prototyper très vite, il va leur laisser 6 mois. Au-delà, ça signifie que les représentations qui sont données à voir aux dirigeants de ce qui peut éventuellement devenir une innovation de rupture, au moment où elles le sont imparfaites, je le disais, mais peuvent être d'une grande laideur. Il faut être capable de s'engager, et donc d'engager des financements, sur la chrysalide qui peut éventuellement devenir un papillon. Nous, on a en ce moment des travaux de recherche engagés sur les processus de décision et en particulier sur les outils d'évaluation dans ces phases très avant. Le management, si on prend un management classique de type direction direction financière, direction commerciale, qui se voit proposer une chrysalide, dit c'est pas beau, ça va jamais marcher, ça passera pas en magasin. On tue l'innovation. On tue la possibilité d'agir, d'expérimenter. Pour faire bouger la chrysalide, roadmapper des concepts et des connaissances et redonner au comité dans lequel il y aura forcément la direction de marque et financière d'autres possibilités de se décider. Je signale en passant que des acteurs aussi innovants que Frank Gehry ou Between, Between c'est moins vrai que Frank Gehry, mais Frank Gehry appelle ces prototypes, ces phases amont d'expérimentation des Shrek et Between, mais il a repris un mot qui traite sur pas mal de centres d'ingénierie, parle pour ces prototypes de phase très amont des monstres, avec cette jolie ambiguïté du mot monstre. Bon, ça peut être le truc qui fait bien, on va jamais marcher, jamais le client achètera un monstre, mais il y a des monstres gentils, et puis les monstres se transforment. En tout cas, sur ce troisième principe, il y a la nécessité de produire par l'action. Enfin, et je termine là-dessus, alors ça c'est un chantier monumental auquel l'Open Lab contribue directement. L'innovation suppose des formes d'organisation nouvelles. Alors dit comme ça, c'est très banal. On va en discuter si vous le souhaitez. Bon, il est banal aussi de constater, le recul historique nous le prouve au centuple, qu'on n'innove pas seul. Par contre, les systèmes collaboratifs actuels permettent, à moindre frais, de systématiquement élargir les collaborations. Donc on accède à des connaissances, à des concepts qui sont de plus en plus distants, de plus en plus improbables. Il y a une dizaine d'années, on s'intéressait à des formes plus innovantes, mais dans le système industriel classique, on innove avec ses clients, ses fournisseurs, avec ses concurrents. On voit un élargissement des systèmes collaboratifs de l'innovation. Et on voit aussi un élargissement qui pousse les frontières hors système. C'est ça qui est très intéressant dans les tiers-lieux, comme les Fab Labs. On voit des retraités, ingénieurs, des retraités d'un ingénieur, on voit nos enfants, on voit des poètes, on voit des hackers. Je vous renvoie à la lecture passionnante de L'âge du fer, FIRE, de Michel Dalmont, ça vient de sortir au Seuil. C'est une histoire californienne, c'est un titulaire à la chaire de sociologie du travail du CNAM. Il a passé 1 an et demi en Californie à faire un terrain sur les Fab Labs californiens, qui ont inventé l'esprit Fab Lab, et les Américains d'ailleurs s'en servent pour le diffuser. Bon, il y a aussi beaucoup à dire sur la manière dont on gouverne, notamment pour les petites entités dans les grandes entreprises, mais aussi les PME, les activités de conception innovante. Alors, je n'en dis rien à ce stade, si vous souhaitez, on peut reprendre la discussion. Ça renvoie tout de même à ce que je disais sur les critères de jugement inadaptés. Juger une innovation, une exploration sur des critères
de l'exploitation va la tuer et à coup sûr l'empêcher de se développer. Et il y a aussi toute une dimension géographique, physique de la conception innovante. Alors les grandes entreprises high-tech se vantent sur la côte californienne d'investir des milliards de dollars dans des nouveaux locaux. Il y a une problématique spatiale de comment on s'organise physiquement. J'évoquais à l'instant les tiers-lieux, les Fab Labs, et ça fait partie des sujets de la réorganisation. L'organisation, ce n'est pas simplement la mise en commun, en collaboration de contributeurs à l'innovation, c'est aussi la manière dont ils se gouvernent et l'endroit, les espaces réels ou virtuels où ils travaillent ensemble. Et on voit bien qu'il y a des organisations traditionnelles de la conception qui sont pour une bonne partie héritées de la conception réglée. Et il y a des mots nouveaux, des expérimentations qui émergent autour de la conception innovante. J'ai mis Open Lab à dessein, j'ai mis tiers-lieu. Ce que disait Pascal en citant les travaux de nos collègues de Montréal sur les communautés de pratique est absolument passionnant. Parce que dans le cas d'Ubisoft, Ubisoft conçoit les communautés de pratique au-delà de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est pas simplement que les programmeurs de jeux vidéo soient des geeks en communauté chez Ubisoft, mais qu'ils sortent des plateaux de conception du boulevard Saint-Laurent pour aller là où ça se passe à Montréal, dans les espaces, dans les tiers-lieux collaboratifs, où le reste de la communauté, de ces geeks, mais aussi d'autres communautés, de communautés très créatives dans des domaines très variés, se rencontrent. C'est d'ailleurs comme ça que Ubisoft a innové sur des musiques de jeux, où des programmeurs ont rencontré dans des tiers-lieux de Montréal des musiciens innovants et ont réussi à changer le cahier des charges du jeu pour coller à une tendance qui était en train d'émerger pour le plus grand succès du jeu. Bon, l'effort de start-up interne pour les grands groupes, ingénierie avancée, de corporate venture, beaucoup de choses sur les plateformes d'innovation, à mon avis, à boire et à manger, mais il y a aussi un business qui s'est monté. Alors, pour tenir les délais conclus, deux mots. Bon, d'abord rappeler, je ne vais pas donner beaucoup d'exemples de grandes entreprises nord-américaines, que dans ces processus, et les études le prouvent, quelle que soit la perspective par laquelle on les considère, il y a beaucoup d'échecs. Et ça ne fait que renforcer les logiques d'expérimentation rapide. Comme il y a beaucoup d'échecs, il y a nécessité de passer à l'acte souvent le plus tôt possible pour réallouer les ressources. Quand on regarde les blockbusters d'une entreprise comme Apple, ils sont très peu nombreux. De ce point de vue, les stratégies sur les montres connectées sont intéressantes à regarder. Et puis, alors ne soyez pas choqués, mais j'emprunte ce transparent à Elmar Mock, qui est un provocateur né. Le programme de l'Open Lab amène des entreprises très variées, innovantes, très ancrées dans le territoire, dans leur business, à travailler entre elles, à travailler avec des chercheurs. Quand on s'intéresse aux matériaux grand public ou pédagogiques qui sont disponibles, alors pour nous, les enseignants, pour enseigner l'innovation par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont refaites, retraduites. Il y a beaucoup de travail de storytelling, pour utiliser un anglicisme. Ça peut ne pas poser de problème, par exemple, d'utiliser des histoires fausses pour enseigner la fabrique de l'innovation. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est quand l'erreur est moins intéressante que la vérité. Alors c'est ce qui s'est passé dans le cas de la Swatch. La vraie histoire de la Swatch qu'on raconte dans la fabrique de l'innovation n'a rien à voir avec la version officielle. Le groupe Swatch nous envoyait balader, nous renvoyons la version officielle, qui est celle de l'invention par Nicolas Hayek, donc un leader charismatique qui a eu la vision et qui a de la vision imposée à l'entreprise de la développer. Sauf que Hayek, il est arrivé en 86 au pouvoir et la Swatch, elle arrive sur le marché en 83. Donc la chronologie ne correspond pas. Mais après, avec effacement ordonné de l'histoire, on réécrit les... Bon. Mais c'est pas très grave, surtout maintenant qu'on a fait le boulot. Du point de vue de l'Open Lab, il faut s'intéresser, je crois, mettre en commun vos ressources pour s'intéresser aux pratiques. Le Kama Sutra de l'innovation est bien plus intéressant que
les histoires de princesses. Pour comprendre comment les espèces se reproduisent, on peut procéder de différentes manières. Vous avez une occasion vertigineuse d'étudier ensemble des pratiques, y compris des pratiques sur lesquelles vous êtes coincés, et je fais l'hypothèse que sur les sujets les plus innovants, les plus en rupture, vous ne savez pas faire, vous ne savez pas comment faire. Mettez à plat, en estime, en confiance, ces difficultés. Intéressez-vous aux manières dont les choses se passent. Quitte, dans une diffusion ultérieure, à reconstruire en partie les histoires à des fins pédagogiques. Et je crois qu'on a vraiment intérêt à échanger au bon niveau, à échanger au niveau des pratiques. Et je souhaite aussi que cette Open Lab soit une expérience d'enseignement, de diffusion de vos travaux sous la forme de cours, de produits. On a un vrai problème en innovation qui est de parler d'innovation, d'enseigner l'innovation, et ces expériences de terrain, ce maillage des pratiques doit se traduire par des formats pédagogiques nouveaux, adaptés. Les cas des entreprises que tu as présentés sont passionnants, et ils vont nous changer dans les manuels français francophones des cas des grandes entreprises américaines dont on nous rebat, et pour lesquelles la plupart du temps c'est du storytelling qui a été mis en œuvre. Il n'y a pas de chercheurs qui souhaitent aller chez Apple étudier la manière dont les grandes innovations se sont faites. On a des versions officielles, journalistiques, de ces fabriques d'innovation. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce premier élan pour poursuivre avec une discussion. Merci de votre attention.